Présent pour les derniers, n'hésitez pas à vous installer. Bienvenue à ce sixième Alumni Talk. Pour certains, c'est le premier, puisque là, il s'agit de la rentrée. On s'est permis une petite exception aujourd'hui. On a essayé de le faire en hybride, à la fois en ligne et physique. Du coup, donc merci vraiment d'être venu. Et on a compris que pour les étudiants, surtout, je crois qu'on a des bunkers aujourd'hui. Donc, vous êtes censés être en Chine. Donc, c'est pas mal de multiplier les événements en physique avec vous. Et donc, moi, je vais être très bref. Je vais juste vous dire, voilà, c'est le premier Alumni de l'année. Certains n'ont pas encore suivi un Alumni Talk. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un échange avec un ancien de l'école Neoma Business School et qui a passé beaucoup de temps en Chine, ou peut-être même un peu moins pour certains, mais qui vous donne un retour sur leur expérience avec des anecdotes, des expériences vraiment concrètes. Et vous pouvez surtout, c'est ça l'intérêt de la chose, c'est d'échanger avec lui et de lui poser vos questions en direct, sans filtre. Donc, vraiment, allez-y, quoi. Je vous passerai le micro. Et donc, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Claude Jacques. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu nous entends bien? Voilà, je vous entends très bien. Bonjour. Super. Et alors, Claude, moi, je vais juste te présenter en juste deux phrases et puis tu le feras bien mieux que moi. Claude a passé deux tiers de sa vie en Chine, ou alors en Asie, mais toujours en lien avec la Chine. Donc, il s'agit quand même de voilà, quelqu'un qui a passé au moins 40 ans, je crois, en Asie, et qui aura beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Et juste vous dire donc les règles rapides de comment ça fonctionne. C'est très simple, vous connaissez déjà Zoom. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous, on les verra, on essaiera de les reporter et de les passer à Claude. Et pour ceux qui sont présents ici, vous pouvez soit lever la main comme à l'école, soit passer les questions peut-être à une fée. Ouais. Et puis, nous, on les reportera. Si vous voulez la poser en direct, il n'y a pas de souci, je vous passe le micro. Voilà, ça se passera comme ça. Une petite chose juste pour terminer, on va suivre la Talk d'un premier Chinese Corner. Et donc, c'est pour ça que vous avez des jeux derrière. Et une clé aussi, vos professeurs bien-aimés qui vous feront rencontrer aussi des Chinois qu'on a invités aujourd'hui, des étudiants chinois. Et peut-être un petit concert. Voilà. Donc, sans transition, pour être assez bref, je vous laisse avec Claude qui va peut-être commencer par se présenter et puis on passera sur un échange. Voilà, merci beaucoup et bonne session. À toi, Claude. Voilà, merci Adrien. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être non pas parmi vous, mais avec vous virtuellement. Donc, comme a dit Adrien, je suis un ancien Neoma du groupe ESC Reims et plus précisément de l'école CESEM, qui était à l'époque, donc j'ai été diplômé en 1983. C'était à l'époque une école très innovante en fait, puisqu'il proposait ce que font beaucoup ou la plupart des écoles de commerce aujourd'hui, c'est-à-dire un programme binational. Et à l'époque, en 83, c'était une des seules écoles qui faisait ça. Et c'est la seule chose qui m'intéressait, à vrai dire, c'était de passer 2 ans à l'étranger pendant des études qu'il fallait faire. Donc, voilà. Donc je suis d'origine alsacienne, donc française, et j'ai fait un cursus franco-britannique, donc 2 ans à Reims et 2 ans à Londres, qui nous a permis à l'époque d'avoir un double diplôme. Ces 4 années ont été les plus belles années de ma vie. Alors il y en a eu beaucoup d'autres de belles années, puisqu'en fait, si j'avais à refaire, je referais tout tel que je l'ai fait, avec le recul, avec quelques petits ajustements, avec l'expérience que j'ai. Mais les 4 années que j'ai passées à Reims d'abord, puis à Londres, ont été absolument fabuleux, et j'ai fait des amis pour la vie. Donc, suite à l'époque, alors on m'a posé, alors j'ai travaillé après cela directement, j'ai quitté, je n'ai même pas assisté à la remise de diplôme, figurez-vous, puisque je suis parti en Asie dès la fin de mes études, les quelques mois qui ont suivi, et je suis en Asie depuis. Donc depuis 83, depuis fin 83, je suis en Asie. J'ai travaillé dans plusieurs pays, Singapour, la Thaïlande, et à partir de la Thaïlande, l'Indochine,
Cambodge, Laos, Vietnam et puis la Birmanie, et puis Hong Kong, et puis depuis 18 ans maintenant, je vis à Shanghai. Donc j'ai travaillé un peu partout en Asie et dans différentes industries, en fait. Dans différentes industries. Ceux qui ont peut-être vu ma page LinkedIn ont pu voir que c'est extrêmement varié de la verrerie à la lunetterie, aux interrupteurs, café, sandwich, les tapis, etc. Jusqu'à la fin, j'ai pris à partir d'un certain âge, en fait, il faut passer du mode doer au mode thinker. C'est-à-dire, après avoir fait, après on passe plutôt à un niveau différent qui est plutôt en réfléchi. On est plutôt de la stratégie plutôt que de l'opérationnel. Donc après une vie d'opérationnel où j'ai été responsable pays, donc soit dirigeant de l'entreprise, dans multiples rôles comme managing director, directeur général, general manager, etc., de groupes français et internationaux dans différents secteurs et différents pays que je viens de dire. Il y a donc en 2013, j'ai pris un peu de recul et j'ai commencé à travailler de manière moins conventionnelle et je suis devenu plutôt un thinker plutôt qu'un doer. Alors vous me pardonnerez si j'utilise de temps en temps des termes anglo-saxons parce que c'est dans ma vie professionnelle et même ma vie privée, c'est le langage que j'utilise le plus souvent. Donc depuis 2013, je travaille de manière non conventionnelle, c'est-à-dire je suis consultant ou conseiller en stratégie. Je n'aime pas trop le mot consultant puisque c'est quelque part prendre la montre de quelqu'un et lui dire quelle heure il est. Parce que les réponses se trouvent en fait, tout le monde a les réponses, seulement il faut des fois aider la personne à identifier les réponses et il ne peut pas le faire tout seul. Donc je suis conseiller en stratégie depuis 2013 et je vis toujours à Shanghai. Les circonstances ont voulu que je sois depuis quelques mois maintenant en France et je vais rentrer chez moi probablement au mois de décembre à Shanghai. Pour me situer encore, ma femme est chinoise de Taïwan et j'ai 2 enfants de 26 et 33 ans qui volent bien sûr depuis longtemps de leurs propres ailes et qui ont une carrière internationale de par le monde, à Los Angeles pour ma fille et au Soudan du Sud pour mon fils. Voilà, donc voilà pour vous dire un peu ce que j'ai fait en Asie et en Chine. Alors, j'ai reçu un certain nombre de questions qui proviennent de vous, des étudiants qui sont inscrits et des étudiants qui voudraient un peu savoir ce que je pourrais répondre à ces questions-là, de par mon expérience. Et je vais donc peut-être, à travers ces réponses que je fais, je vais regarder les questions et je vais vous donner les réponses telles que je les ressens. Vous apporter my 2 cents of wisdom, mes 2 cents de sagesse, ça sonne pas si bien en français, my 2 cents of wisdom sur les questions que vous vous posez. Est-ce que ça vous va se dérouler? Oui, ça a l'air d'aller. Oui. D'accord. Et puis, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui, le son, c'est nickel. Très bien. Alors, une des questions qu'on m'a posées, qu'est-ce qui m'a amené en Chine au départ? Alors bon, je ne suis pas arrivé en Chine au départ, puisque à mon époque, en 1983, le service national, le service militaire était encore d'usage en France, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, ce qui était une bonne chose. Et j'ai fait mon service national en tant que civil à l'ambassade de France, dans les services économiques de l'ambassade de France à Singapour. Et donc, je me voilà parti. Alors, ce n'était pas simple parce que, en général, c'était des postes qui étaient très, très recherchés et il fallait quelque peu avoir des relations
ou connaître un peu, avoir un peu des vitamines C comme Connectionist du Guangxi, pour avoir ce genre de poste qui était extrêmement réduit et très, très prisé. Mais j'ai pris mon courage et ma détermination et je suis allé faire les couloirs du ministère à Paris et j'ai dit que ce serait une très grande erreur de ne pas m'envoyer en Asie faire mon service national. Et je crois que la détermination, la volonté, la passion a payé et j'ai réussi à faire mon service national qui à l'époque passait, donc si on le faisait en civil, on faisait 18 mois au lieu de 12 mois. Et je suis arrivé à Singapour en octobre 1983 et je suis resté en Asie depuis. Donc voilà ce qui m'a amené en Asie quelque part. Donc ça correspondait à une volonté. Je pense que c'est très important. C'était une volonté parce que j'avais fait un stage 2 ans auparavant pendant mon école de commerce. Ce n'était pas un stage obligatoire, mais l'été on s'occupait. L'été on s'occupait à faire des activités qui étaient en rapport avec les études que l'on faisait. Et j'ai déniché tout seul un stage qui m'a amené à Singapour. Bon, les choses ne sont pas simples, mais je pense que là où il y a une volonté, il y a en général, on peut faire des choses si on le veut vraiment. Je dis toujours que si on veut quelque chose avec détermination, avec passion, je crois que le cosmos, le monde entier, l'univers entier conspire à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez avoir. J'y crois fermement. Je ne dis pas, bon, c'est une certaine détermination, je ne dis pas une obsession. Obsession, c'est peut-être un peu trop négatif quelque part, mais je crois que si on veut quelque chose vraiment, on peut. Donc j'ai réussi à avoir ce stage pendant ma période césémienne, et j'ai fait ce stage à Singapour, et ça a complètement modifié le cours de ma vie, puisque j'ai décidé, après ce stage-là, que ma vie allait se passer en Asie. Et donc, j'ai tout fait, moi qui étais destiné à faire l'école des officiers de réserve et à faire un cursus militaire pendant mon service militaire qui m'aurait amené à être au moins lieutenant. J'ai changé complètement de cap et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir repartir en Asie dès que je pouvais. Et donc, voilà ce qui m'a amené à la Chambre du commerce. Et une chose menant à l'autre, je me suis dépensé à vraiment travailler, même en tant que, entre guillemets, stagiaire, puisqu'un jeune diplômé qui fait son service national dans une ambassade, bon, à l'époque, on travaillait, on nous donnait du vrai travail à faire, un travail réel. Et en fait, je l'ai fait si bien que j'ai été recruté. C'est-à-dire que une chambre de commerce, c'était une chambre de commerce embryonnaire, c'était ce qu'on appelait à l'époque à Singapour la French Business Association, qui était précurseur de la chambre de commerce française et de Singapour. Et nous rendions des services aux entreprises, soit aux entreprises membres qui étaient à Singapour, soit des entreprises françaises qui visitaient Singapour et qui cherchaient des informations et que l'on pouvait aider. Donc, j'en ai aidé une en particulier qui m'a finalement embauché. Donc, j'ai donc aidé cette entreprise et cette entreprise était Essilor. Je devais être le 50e employé de l'entreprise en Asie. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines de milliers et donc je faisais partie des pionniers à Singapour, Thaïlande, etc. Donc, et après cela, une chose menant à l'autre, c'était une époque qui était bien sûr différente de celle que vous vivez. Je pense que chaque époque a ses défis. Chaque époque est compliquée. On ne peut pas dire oh, c'était plus facile à votre époque. Je pense qu'à l'époque, on était très peu. On était très peu à partir en Asie. Aujourd'hui, c'est l'engouement. Beaucoup de gens vont en Asie, mais à l'époque, nous étions très peu. Et des profils comme moi, il y en avait effectivement peu. Mais je pense, comme j'ai dit, chaque période a ses difficultés. Et il y a la solitude, l'éloignement. À l'époque, quand je suis arrivé à Singapour, nous avions ce qu'on appelle
le téléx. Le téléx, c'était avant le fax, c'était donc avant Internet, avant les emails, et un téléx, c'était une machine extraordinaire que je ne pourrais même pas vous décrire, que vous pouvez voir dans les films. Donc ce téléx pour communiquer avec les entreprises, avec la France, etc. Donc nous avions aussi nos difficultés. Face à un problème, nous mettions plusieurs jours à avoir la réponse à un certain problème, puisqu'on ne passait pas un coup de fil simplement en prenant le téléphone. Les coups de fil étaient extrêmement onéreux, donc on ne téléphonait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, et on reviendra tout à l'heure au terme hyperconnectivité, je pense que l'hyperconnectivité, la connectivité est une chose extraordinaire, mais l'hyperconnectivité doit aussi savoir être gérée. Et à l'époque, nous avions l'opposé de l'hyperconnectivité. Nous avions beaucoup de temps jusqu'à ce qu'une réponse puisse être apportée à un problème. Donc, je suis resté, j'ai été embauché, et c'était si on peut appeler ça les 30 glorieuses, c'était à une époque où l'Asie, donc j'ai commencé à Singapour, hein, n'oubliez pas, ce n'était pas la Chine, l'Asie se développait à un rythme extraordinaire. C'était un boom pendant, je pense que dans toute ma vie professionnelle était passée en boom économique. Donc, un boom économique veut dire d'autres compétences, d'autres qualités que l'époque peut-être actuelle, qui a aussi ses défis, mais aussi ses opportunités extraordinaires. Donc, je suis passé d'une entreprise à l'autre. J'ai monté la filiale d'Essilor en Thaïlande. Nous avons fait l'acquisition. J'étais très jeune. Alors, une des choses, aujourd'hui, les jeunes arrivent aussi à faire des choses extraordinaires parce que vous traitez de choses que les vieux ne comprennent pas vraiment. Je veux dire, enfin, c'est très ancien, que ce soit le e-commerce, l'intelligence artificielle, les bitcoins, la high-tech, etc. Donc, vous avez vos propres challenges à vous, comme nous avions les nôtres. Nous avons fait donc l'acquisition d'un distributeur que j'ai moi-même travaillé sur cette acquisition très jeune, hein, j'avais 26 ans, 27 ans, donc c'était des opportunités incroyables qu'il faut aussi savoir prendre. Des fois, à l'époque, je veux dire, on ne pouvait pas poser une question, est-ce que j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça? Non, on fonçait. Donc il y avait des assets de confiance qui devaient régner entre les patrons et les employés, surtout à l'autre bout du monde, pour qu'ils puissent avancer et faire. Et tant que cette confiance existait, on pouvait donc foncer. Donc, acquisition d'un distributeur d'origine chinoise, donc cette diaspora chinoise d'Asie du Sud-Est qui sont en Asie, qui sont en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, etc., au Vietnam, en Birmanie, et qui y sont depuis plusieurs générations, 3, 4, 5, 6 générations. Et donc, ce sont pas des Chinois de République populaire de Chine. À l'époque, c'était donc des gens qui sont des Chinois qui étaient installés depuis plusieurs générations dans ces pays. Et je les appelle quelque part, vous ne m'en voudrez pas, un peu des Chinois dilués. Des Chinois dilués, c'est-à-dire their Chineseness était un peu dilué dans l'environnement ambiant qui leur donnait un peu une petite teinte filipino, une petite teinte thaïlandaise, etc. Mais leur ADN est chinoise. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, ce sont presque exclusivement des gens d'origine chinoise, puisque je pense que la plupart des business en Asie du Sud-Est sont d'origine chinoise. Sont gérés les banques, les grands groupes de retail, les grands groupes immobiliers, les grands groupes industriels, etc., sont principalement et majoritairement d'origine chinoise. Et donc, ils travaillent avec un ADN chinois à l'origine. Cela pour dire que donc j'ai travaillé, même si je n'ai pas vécu en Chine depuis toute cette période, depuis les 40 ans, et que je n'ai que vécu 18 plus 18 à Shanghai plus 5 à Hong Kong,
le reste de mon temps en Asie du Sud-Est, c'était quand même avec des Chinois d'origine chinoise. Et donc, après la Thaïlande, j'ai décidé à un moment donné de me mettre à mon compte. Vous savez, quand on est dans une entreprise, tout se passe bien, on y passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, et la voie est tracée, la carrière est faite, on vous mute en Australie ou à Hong Kong ou en Corée, et comme je dis, votre voie est tracée. J'ai décidé que je venais de construire mon assise en Asie et qu'elle commençait à être, à mon sens, profitable pour moi-même et pour quiconque, pour les gens pour qui je travaillais, que ça aurait été dommage de quitter l'Asie et de pratiquement dire je vais en Australie. Donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler pour mon employeur. Donc, de prendre la distribution des produits que je vendais en tant qu'employé. J'avais donc décidé au début des années 90, c'était l'ouverture du Vietnam, l'ouverture du Cambodge, l'ouverture du Laos et de la Birmanie, qui étaient des marchés très petits et les entreprises n'étaient pas intéressées à investir dans un expatrié pour s'occuper de ces pays-là. Donc, j'ai proposé, parce qu'il faut, ça aussi c'est une leçon peut-être, je pense que dans les entreprises, il faut être force de proposition. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à nous, il faut savoir des fois et souvent oser. Donc, j'ai dit, que pensez-vous si je vous quitte, je monte une entreprise, je me mets à mon compte, vous me donnez la distribution exclusive de vos produits, je connais les prix de transfert et je vous montre le marché qui était à l'époque insignifiant au Vietnam, au Cambodge, au Laos et en Birmanie. En 91, lorsque j'ai négocié cet état de choses avec ce contrat avec Essilor, c'était une proposition intéressante pour eux. Et j'ai donc quitté tout en restant quelque part dans le giron d'Essilor, mais en travaillant pour eux à mon compte. Je leur ai cédé le réseau de vente et de distribution que j'avais créé 5 ans après, et je suis monté à Hong Kong pour travailler dans différentes industries par la suite, qui m'ont amené en Chine à monter l'usine de Arc International à Nankin, dans le Jiangsu. Donc j'étais le premier patron de ce four, c'est un four. Et en fait, Essilor, pour aller un peu dans le détail, parce que ça peut être intéressant au niveau du case study, non, pardon, pas Essilor, Arc International était un des leaders mondiaux de la verrerie. La verrerie des arts de la table, sous plusieurs noms, Luminarc, Arcoroc, Cristal d'Arc, etc. Et c'est une grande, c'était très, comment on dit en anglais, manufacturing centric. Donc, ils étaient très centrés sur la fabrication. Et même si les usines étaient en France et aux États-Unis, ils faisaient les verres les moins chers au monde. C'est-à-dire, si on voulait faire ces mêmes verres en Asie, ils auraient coûté aussi cher. C'est-à-dire qu'ils avaient une méthode d'industrialisation telle qu'ils arrivaient à faire des produits pas très chers. Le secret, c'est très simple, c'est des économies d'échelle. Ils faisaient un produit, ils en faisaient des millions de ce produit-là. Au lieu de dire, on n'en fait que 50 000 de ci, 60 000 de ça, etc. Donc, en fait, cela pour illustrer le fait que le marché achetait ce que l'entreprise fabriquait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de choix. Il fabriquait ceci, cela, et il l'achetait. Donc, très manufacturing centric. Alors qu'en 2000, donc là on est à nouveau en 2002, 2003, je pense que le marché avait évolué, l'usine avait été commencée. Avant que je les rejoigne, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas exactement ce que le marché voulait, ce que le marché nécessitait, la définition de la gamme, le positionnement dans le marché, etc. Et donc, ils ont appelé ce que j'appelle à l'époque, ils ont appelé la cavalerie.
Donc, ils ont appelé la cavalerie. J'ai été recruté et j'avais un laps de temps très court pour pouvoir déterminer ce qui allait être produit dans cette usine, quel est le positionnement qu'il fallait faire pour le lancement, etc. Donc, au bout de 18 mois, nous avions réussi à avoir, donc à horizon 2004, nous avions 40 à 70% de parts de marché de la distribution moderne, c'est-à-dire pas la distribution traditionnelle et classique, mais la distribution moderne, voulant dire les hypermarchés, les supermarchés, etc., en Chine. Voilà. Puis, je suis passé d'une industrie à l'autre parce que fort de ce succès-là, j'ai rejoint d'autres entreprises pour faire un peu la même chose. Un peu la même chose en anglais, on appelle ça du firefighting. Firefighting, c'est-à-dire on a un problème spécifique et il faut une réponse pour pouvoir, une réponse rapide, expérimentée, adéquate pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je me suis spécialisé un peu là-dedans. Alors, des conseils pour réussir son arrivée et ses projets en Chine. Je lis la question qui est arrivée là à haute voix. Alors, je crois qu'une des choses, pour moi, les plus importantes, est que un des plus gros problèmes que l'Occident a rencontré en voulant venir en Chine, ma réponse est on n'improvise pas sa venue en Chine. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça du dire, bah, tiens, on va aller notre marché domestique européen, américain, Moyen-Orient, on a une stratégie, tout a marché, on va en Chine. Je pense qu'une entrée en Chine ne s'improvise pas. Une entrée en Chine doit être mûrement réfléchie parce que un des plus gros problèmes, et d'ailleurs aujourd'hui encore, entre l'Occident et la Chine, c'est la méconnaissance des Occidentaux de la Chine. Et si j'ai un conseil, et d'ailleurs si vous êtes assis tous ici, c'est que vous êtes tout à fait conscient de ça et que vous contribuez à votre niveau en apportant votre pierre à cet édifice de compréhension mutuelle. Le plus grand problème, c'est la méconnaissance l'un de l'autre. Et donc, quand on me demande quels sont le conseil à apporter, un des conseils, il y en aura d'autres pendant le cours de ma conversation, est que ça ne s'improvise pas. Ça doit être préparé. En général, c'est toujours beaucoup plus long et beaucoup plus cher que ce que l'on envisage au début. Parce que, en général, on se dit, 1, 2, 3 ans, au bout de 3 ans, on devrait commencer à voir les fruits des efforts qu'on a consentis, et une entreprise, en général, ne va pas souvent au-delà. Même si elle dit, on est là pour le long terme, la réalité est que si au bout de 2 ans, on n'a pas commencé à sortir les dividendes des investissements qu'on a faits et des efforts consentis, en général, l'entreprise commence à avoir cold feet, comme on dit en anglais, commence à se dire, est-ce qu'on a fait une erreur, est-ce qu'on a le bon produit, est-ce qu'il est bien positionné, etc. Donc, la Chine, c'est quand même parce que la Chine c'est une autre planète, si vous voulez. On ne peut pas, si on a réussi autre part, ça ne veut pas dire automatiquement que l'on va réussir en Chine, parce que je pense que les circonstances sont complètement différentes. Donc, la Chine ne s'improvise pas, c'est en général beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux ce qu'on le pense, et c'est là que la plupart des entreprises se désinvestissent et prennent des décisions dans l'urgence sans réfléchir parce qu'ils sont pressés. Pourquoi ils sont pressés? Parce qu'ils ont un actionnaire, les entreprises sont capitalistiques par nature et il faut, quand je mets $1, il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir un rendement. Donc, au fur et à mesure, j'apporterai d'autres éléments au niveau de ces conseils pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, alors, de toute façon, ça, vous l'avez, de l'audace et du courage. Je pense que vous travaillez en Suisse, en Allemagne ou en Italie, bon, ce n'est pas très compliqué, ce sont des cultures qui s'apparentent à la nôtre, mais je pense que d'aller travailler à l'autre bout du monde, qui est une autre planète finalement, dans un environnement où
la langue, le psyché, la psychologie, la culture, l'échelle de valeurs, les gammes de valeurs qui font bouger les choses sont tellement différentes, nécessitent du courage et de l'audace, mais ça ne suffit pas. Mais ça, vous l'avez, j'en suis sûr. Alors aujourd'hui, le monde a quand même quelque peu changé et nous sommes dans un... Vous avez certainement entendu parler du mot VUCA, V-U-C-A. It's a VUCA world. Alors, si vous n'avez pas entendu parler, je vais vous dire. Le V, c'est pour volatility. Le U, c'est pour uncertainty. Le C, c'est pour complexity. Et le A, c'est pour ambiguity. Alors, ça, c'est l'environnement et le monde tel qu'il est aujourd'hui. It's a VUCA world. Moi, j'ajouterais un H derrière pour la hyperconnectivité. Et ce monde que je qualifie donc de VUCA, de V-U-C-A-H, n'a pas toujours été comme ça. On a eu d'autres soucis, mais aujourd'hui, c'est ça. Et donc, il faut, et ça fait partie des conseils, il faut une boîte à outils qui correspond au monde de VUCA tel que nous le voyons et tel que nous le connaissons. Il n'y a pas une réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un seul outil dans notre boîte à outils parce que les choses vont tellement vite, évoluent tellement vite, et la vitesse à laquelle ça se passe. Je sais que quand on est jeune, on s'adapte vite. Quand je vois mes enfants faire un texto et que moi, la rapidité avec laquelle moi j'écris le texto, il y a déjà une grande différence, simplement pour illustrer le fait que vous pouvez, vous adapter beaucoup plus vite que d'autres à ce monde qui change complètement. Alors, un des conseils que je donnerais aussi, et ce n'est pas spécifique à la Chine, mais je pense que ça s'adapte aussi à ça, ayez la curiosité. Je pense que la curiosité est une des qualités essentielles. Alors moi, j'ai essayé d'éduquer mes enfants, au moins au sens d'être curieux de tout. Alors pourquoi être curieux de tout? Parce que chaque expérience, chaque curiosité, je veux dire, comment ça fonctionne, pourquoi c'est rouge, tiens, c'est quoi ça là-bas, pourquoi une chose est comme ça. Je veux dire, être curieux de tout et partout, ça m'a permis à travailler dans des entreprises, dans des industries aussi différentes que celles que je vous ai citées tout à l'heure, d'une industrie à l'autre, de la verrerie aux montures de lunettes, aux interrupteurs, au café, etc. Pourquoi? Parce que je pense que la curiosité est essentielle. Et la curiosité, je pense que vos interlocuteurs d'une autre culture seront tout à fait réceptifs au fait que vous soyez curieux. Parce qu'il n'y a rien de tel que quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous. Et donc, lorsque vous montrez que vous avez cette curiosité de l'autre, je pense que ça crée des liens beaucoup plus forts. Mais cette curiosité vous permet également d'avoir une culture générale beaucoup plus grande et vous permet donc de construire des outils qui sont beaucoup plus performants que d'autres. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, si je prends quelqu'un qui est comptable de formation ou qui a une spécialité en comptabilité ou finance ou de ressources humaines, etc. Je pense que de se cantonner uniquement dans un focus aussi narrow, aussi petit que ça, c'est pas une bonne chose. Moi, je vois, il faut vraiment être curieux de tout parce que ça vous donne les outils nécessaires par la suite de répondre à une problématique que vous pourriez rencontrer. Donc ça, c'est une autre qualité qui est importante. Alors, une autre question. Avez-vous eu des doutes une fois sur place? Alors, je vais vous dire, je crois. Alors, moi, je suis croyant. Je suis croyant, je suis catholique et je dis souvent, j'ai peut-être 2% ou disons 2 minutes ou 5 minutes de certitude dans une journée et tout le reste, c'est des doutes. Oui, j'ai des doutes. Est-ce que et je pense que c'est avec le doute que l'on permet. Je ne considère pas que c'est une faiblesse d'avoir des doutes. Avoir des doutes, ça veut dire se poser des questions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'ai tous les éléments
en ma possession pour que je puisse décider correctement. Est-ce que j'ai posé cette question? Est-ce que j'ai recruté la bonne personne? Est-ce que le concurrent ne va pas réagir à une stratégie que je mets en place et va peut-être la remettre en question? Donc des doutes, oui, je pense que les doutes, je pense que les Anglais ont un terme pour ça, c'est cognitive bias. Cognitive bias, c'est en fait quand vous avez votre expérience de vie vous façonne sur les décisions que vous prenez. Et donc, je pense qu'il est important souvent de se remettre en question. Et pour ceux qui sont intéressés, alors je ne sais pas s'ils ont un peu parcouru soit ma page Facebook ou ma page LinkedIn, etc., ils verront que je poste énormément de choses sur ce qu'on appelle le Red Team Thinking. Le Red Team Thinking est une boîte à outils développée par des militaires, en fait, depuis longtemps, qui remet en fait les choses en question, comment j'appellerais ça, c'est un peu d'avoir du critical thinking, de remettre en question les choses. Et vous verrez je mets pas mal de posts à ce sujet-là, parce que c'est un concept que je lance en Chine également, de Red Team Thinking, pour justement donner les outils nécessaires lorsqu'on a des doutes. Donc, douter, c'est pas négatif, mais je pense que c'est quelque part important aussi. On me pose aussi la question, est-il facile de construire un réseau en Chine ou en Asie en général, soit avec des alumni, avec des Français, avec des Chinois? Alors, j'ai une réponse. Alors, encore une fois, avant de répondre à cette question, j'aimerais également dire que tout ce que je dis est probablement vrai, mais son contraire aussi. Parce que l'immensité de la Chine en fait un continent, et je pense que si quelqu'un veut me prouver le contraire de ce que je dis, c'est tout à fait possible. Et on peut toujours, donc, ce que je dis est vrai, mais son contraire aussi. Les réseaux, j'ai toujours trouvé que les Français étaient assez égoïstes, égoïstes, selfish, de ne penser finalement qu'à le Français pense quand même souvent à ses propres intérêts plutôt que de partager ses expériences, alors que d'autres nationalités comme les Anglais, les Allemands, les Suisses et même les Italiens, je trouve, ont une façon de travailler ensemble. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un a solutionné un problème, il le partage avec les autres. Alors que souvent, dans ma ville, il m'est arrivé de rencontrer des situations où j'ai trouvé que le Français, en général, il a dit, bon, je viens de passer 10 à 15 ans à essayer de trouver la solution à un problème, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai souffert pour avoir la solution, je ne vais pas en 1 heure ou une demi-heure partager cela avec les autres qui n'auront fait aucun effort pour avoir cela. Donc, c'est quelque part un certain égoïsme. Donc, le réseau, à l'époque, les choses ont probablement évolué parce que nous avons un millefeuille d'assistance française à l'exportation et à l'établissement des Français en Asie qui existe. Et donc, il existe quand même une aide. Mais je trouve, à mon époque, il était assez rare de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres. Alors, étant donné que je suis alsacien et donc de langue allemande aussi, il m'a été très facile de m'approcher des Allemands ou des Suisses qui, eux, ont été à l'époque beaucoup plus ouverts. Et là, je fais référence à mon séjour en Thaïlande qui a été très, très, très difficile au début. On me pose la question s'il est aujourd'hui... Peut-être juste, Pardon? juste pour s'appesantir peut-être sur un point que tu viens de citer, tu disais que le début en Thaïlande a été difficile, malgré ta préparation. Et justement, il y a une question qui était dans la liste des questions qu'on peut peut-être mettre en relation. C'était un conseil à vous-même à 20 ans et comment bien démarrer sa carrière. Donc vous êtes arrivé, tu es arrivé, pardon,
par la Thaïlande et tu dis que c'était assez compliqué pour toi malgré tout. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou... Oui, alors peut-être, oui, alors je suis arrivé, alors à 26 ans, vous pouvez vous imaginer de faire du M&A à 26 ans. L'école de commerce, le M&A, on ne savait pas ce que c'était, le M&A. Bon. J'ai fait du M&A sans le savoir, puisqu'il a fallu racheter une entreprise. Comment on rachète une entreprise? J'ai réfléchi, donc une première chose, je pense, je ne savais pas ce que c'était le M&A. Par contre, ce que j'avais, c'est du bon sens. Je veux dire, si j'avais à racheter, à payer quelqu'un pour qu'il me donne son activité, comment j'évaluerais cette entreprise, etc. Donc, je pense que une des choses les plus importantes à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas téléphoner, on ne pouvait pas avoir de l'aide, c'était utiliser du bon sens. Donc, je pense que ça, encore aujourd'hui, le bon sens, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, du M&A, tout le monde en fait et c'est un concept que tout le monde connaît. Mais pour illustrer, donc, je me retrouve à 27 ans, donc, après cette acquisition qu'on a commencé à 26, à 27, je me retrouve, entre guillemets, directeur général de la filiale d'Essilor en Thaïlande, qui est un rachat. Vous imaginez que c'était, avant le rachat, c'était une entreprise privée, familiale, chinoise d'origine, avec des employés thaïs, qui faisait un travail de grossiste auprès des opticiens thaïlandais pour leur vendre des verres et des lunettes, et qui était organisé de manière familiale. C'est-à-dire que la famille habitait en haut du building et le reste du building de 6 étages, c'était l'entreprise. On rachète cela, il a fallu donc changer tout cela en une filiale. Et donc, vous vous imaginez, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, je pourrais écrire probablement un livre sur ces premières années, comment faire métamorphoser une entreprise familiale chinoise à Bangkok en une filiale d'un groupe français international. Ça, c'est déjà une anecdote en elle-même. Donc, moi, je pensais être préparé. Quelque part, j'avais des connaissances. Nous avions le cursus à l'époque, on touchait un peu à tout, ce qu'on appelait de la gestion du personnel. Aujourd'hui, c'est RH, quoi. C'est des RH, gestion du personnel, la production, etc., la comptabilité, du marketing. Donc, j'avais un broad education là-dedans. Mais ça n'a pas suffi, évidemment. Le plus important était le côté culturel. Donc, au bout de 2 mois ou 3, je me retrouve avec une grève pratiquement sur les bras, alors que je pensais vraiment comprendre la culture, parce que je venais travailler avec ce distributeur pendant 2 ans avant que nous fassions l'acquisition, donc je connaissais toutes les personnes. Et en fait, la réalité est que je me suis comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et que ça a très vite abouti en un problème conflictuel, culturel. J'allais trop vite, je brisais des tabous, je demandais trop, je ne prenais pas, je ne mettais pas les formes quand je demandais des choses, je ne respectais pas les hiérarchies en place, etc., etc. Donc, moi, j'étais mu par le fait qu'il fallait aller vite, qu'il fallait avoir de l'ambition, qu'il fallait réussir, que moi, j'avais un employeur, un propriétaire de l'entreprise qui voulait avoir des résultats vite. Donc, j'ai foncé. Mais j'aurais dû foncer un peu moins vite. Donc, la grève, anecdote. Alors, la personne qu'on a rachetée, c'est très curieux. Alors, c'est le propriétaire de cette entreprise qu'on a rachetée en 86, donc, ça a été, cette personne est devenue finalement, le propriétaire de cette entreprise est devenu mon mentor. Il m'a appris, là aujourd'hui, il doit bien avoir 85 ans aujourd'hui, il est toujours en vie et je le vois régulièrement et je connais toute sa famille. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de conflits culturels. Parce que quand on rachète l'entreprise de quelqu'un et que cette personne continue de travailler au sein de l'entreprise, c'est jamais très simple pour elle, puisqu'il y a l'entreprise lui appartient plus, etc. Une question de face vis-à-vis des employés. Donc, j'avais pris en compte toutes ces choses, mais probablement insuffisamment.
Et on est devenus extrêmement proches, et c'était un de mes mentors, et nous sommes aujourd'hui amis, si on peut dire, des grands amis, de grands amis de la famille. Est-ce que ça répond à ta question, Adrien? Ah oui, oui, tout à fait. Et ça peut même en susciter d'autres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences avec la culture chinoise où vous avez eu quelques difficultés. Je pense que tu peux aussi nous expliquer comment on se dépatouille dans ce genre de situation-là, puisque là, tu étais tout seul. Et qu'est-ce qui a désamorcé ce genre de difficultés? Tu peux même embrayer peut-être sur le sujet, comme tu disais, RH et sur du personnel, management interculturel. Parce que toi, tu étais à l'origine de la création d'une usine quand même. Tu as managé vraiment beaucoup de gens et de différentes cultures. Donc, si tu as peut-être des techniques pour bien désamorcer, pour réussir à avancer malgré tout, parce que D'accord. tu as fait un projet. D'accord. Alors, pour revenir à ce problème spécifique de l'acquisition de cette entreprise, je pense que il y avait un problème. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Le seul problème dans cette entreprise, c'était moi. C'est-à-dire, très simple, c'est une question d'ego. Peut-être pas d'ego, mais l'entreprise, tout se passait bien. Tout le monde fonctionnait correctement. Il n'y a que moi qui étais quelque part malheureux et qui n'était pas content de la façon dont ça se passait. Donc, quand on se rend compte que finalement, et c'est ça, je pense, que le plus grand travail à faire sur soi, que le plus gros problème, c'était soi-même, on se dit que, parce que moi, j'avais des délivrables à atteindre dans une période donnée, et ça, tout le monde, vous serez probablement confronté à cette situation-là. Quand vous vous rendez compte que le seul problème, c'est soi-même, il faut donc faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi, c'est donc tolérance, c'est accepter la différence de l'autre, et je pense d'accepter la singularité des autres, et l'individualité. Et je pense que c'est ça qui est je pense, le plus important, c'est de faire cet effort sur soi-même, que l'on peut arriver à quelque chose, pas par un seul chemin. Et je pense que c'est ça qui est une des choses les plus importantes, je pense. Comme disait si aujourd'hui il était encore possible de faire ce que j'ai fait sans parler le chinois, je dirais non. À mon époque, alors je suis vraiment un dinosaure dans ce cas-là, et vous l'avez compris, puisque vous êtes des étudiants en langue et culture chinoise notamment, et c'est tout à votre honneur, excellent. Ma femme, mes enfants sont tous sinophones, sauf moi, alors que je comprends, je me débrouille, je ne peux pas gérer un conseil d'administration en langue chinoise, mais je veux dire que c'est ce qu'il y a, je pense, la chose la plus importante, c'est la chose culturelle. Je pense que si on peut acquérir, si on peut avoir la compréhension de la chose culturelle, je pense que la moitié du travail est fait. Par exemple, je vous confierais que je mange ma salade aujourd'hui avec des baguettes. C'est-à-dire que dans le privé, quand je suis chez moi, quand nous sommes chez nous avec ma famille, nous mangeons même, alors bien sûr, il faut que je mange la salade avec des baguettes. Alors c'est simplement pour illustrer le fait que c'est quelque chose d'inné, qu'on considère que manger avec une fourchette et un couteau, c'est la chose la plus facile et la plus simple, parce qu'on a grandi avec ça, on a été éduqué avec ça. Et les autres ont été éduqués à ne pas manger avec des baguettes, avec des fourchettes et des couteaux, et pour eux, c'est tout à fait inné de manger avec cette extension des mains qui sont les baguettes. Enfin, aujourd'hui, après un quart de siècle dans le monde purement chinois, je peux dire que c'est beaucoup plus facile de manger avec des baguettes qu'avec ces instruments presque barbares et cruels, pointus, coupants, qui sont couteaux, fourchettes, etc. Tout cela pour illustrer le fait que lorsqu'on a compris l'autre, c'était juste pour illustrer, c'est juste un symbole pour dire, je pense que une fois qu'on est arrivé à ce stade-là de compréhension de comment fonctionne l'autre,
quelles sont ses valeurs, quelles sont ses attentes et comment il est mu. Je pense qu'on a fait la moitié du chemin à faire vers la réussite. Alors, laissez-moi jeter un coup d'œil. Moi, je vais peut-être. N'hésitez, encore une fois, n'hésitez surtout pas pour ceux qui viennent d'arriver, je vous passe le micro ou si vous avez des questions. Mais moi, ça me fait penser juste à une chose, ce que tu viens de dire. Tu disais 50% du travail est fait quand on comprend, quand on fait cet effort de compréhension de la culture. Il y a aussi peut-être 25% ou 50 autres pourcents qui sont, par exemple, de faire aussi comprendre à d'autres personnes que cette compréhension de culture est importante. Alors, je m'explique. On a eu une vague de sociétés qui se sont développées en Chine et pour certaines, ça a très bien fonctionné, pour d'autres, peut-être un petit peu moins. Et toi, tu as dû certainement le vivre, le fait d'être en Chine ou en Asie vraiment présent, de comprendre le problème. Et d'ailleurs, tu nous as expliqué ta remise en cause, et donc c'est profond ce que tu as pu faire. Mais de l'autre côté, côté français, est-ce que ça n'a pas un rôle des fois de tampon où il y a l'incompréhension d'un côté et puis de l'autre aussi? Alors même si toi tu fais cet effort, comment tu fais quand tu as plusieurs murs en fait en face de toi, d'un côté et de l'autre? Voilà, alors merci de me poser cette question, Adrien. J'avais l'intention d'en parler. Euh, pendant toute ma vie professionnelle, et même autre, je pense, même la vie courante, j'ai l'impression d'avoir servi de pont, de truchement, d'avoir été l'intermédiaire entre, entre l'Orient et l'Occident. Parce que je n'avais pas seulement à travailler sur les marchés avec mes employés, avec mon entreprise et puis avec mes clients, avec des problèmes de qualité, des problèmes de livraison, des problèmes de ceci, de cela, mais j'avais aussi à expliquer à l'Occident, aux propriétaires de l'entreprise, à mes patrons, parce que même si j'étais le patron Asie ou Chine, selon les cas, j'avais un patron malgré tout à l'autre bout du monde. Il a fallu expliquer. Et il fallait donc travailler sur les deux fronts. Et c'était effectivement pas simple. Je pense que les choses se sont améliorées depuis, parce que de plus en plus, on retrouve des chefs d'entreprise, de grandes entreprises qui ont un passé chinois, entre guillemets, ou asiatiques, qui ont passé 4 ans à Hong Kong ou 3 ans à Shanghai. Vous voyez, et ça change beaucoup de choses. Donc, mon époque est révolue et il y a eu beaucoup d'eau à couler sur le Yangtze et le Changjiang, parce que Yangtze est une terminologie, est un terme occidental qui n'est pas vraiment utilisé en Chine. C'est appelé ça le Changjiang. Je ne vous apprendrai rien puisque ça, vous le savez, les Chinois d'entre vous ou ceux qui ne le sont pas. Donc, effectivement, beaucoup de patrons, de chefs de business unit, de direction d'entreprise ont aujourd'hui un passé chinois, ce qui n'était pas du tout le cas en mon temps. Donc, il fallait toujours expliquer la Chine. Et expliquer la Chine ou l'Asie n'est pas simple, n'est pas quelque chose de simple parce que nous avons les deux civilisations, les deux cultures ont évolué en vase clos pratiquement pendant très très longtemps et ce n'est que dans les 30 dernières années qu'il y a eu une ouverture à l'autre, une ouverture extraordinaire qui a permis donc que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Alors, juste pour reprendre ça, nous avons, nous, donc, un déficit, malgré cela, malgré le fait qu'il y a eu cette ouverture de la Chine et qu'il y a eu beaucoup d'investissements étrangers en Chine et qu'il y a eu un brassage de gens, des expériences communes qui ont permis une compréhension mutuelle plus importante, mais malgré cela, c'est insuffisant et nous sommes arrivés, comme vous le savez, aujourd'hui à un moment assez crucial dans l'évolution des deux mondes. Pour illustrer cela, je dirais que en Occident, et je pense que où vous êtes là, vous avez d'ailleurs un super campus que j'ai eu l'occasion de visiter, ce que vous faites est extraordinaire parce que nous avons un déficit informationnel en Occident. Et je m'en suis entretenu avec Adrien pas plus tard qu'il y a quelques jours, n'est-ce pas? Ce déficit informationnel
qui continue à être un problème et pour lequel nous pouvons agir. Je m'explique. Il y a à peu près donc 60 millions de Chinois dans la diaspora, dans la diaspora chinoise dans le monde, 60 millions, et nous sommes à peu près 600 000 occidentaux en Chine, et donc le rapport est de 1 à 100. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'Occident pour essayer de comprendre. En d'autres termes, je pense que les Chinois nous comprennent et nous connaissent mieux que nous les connaissons, ce qui leur donne un avantage extraordinaire pour fonctionner, pour négocier, pour avancer et pour deviner quelle est notre prochaine pensée pour la deviner, alors que nous, ce déficit, cette illustration a ses limites bien entendu, mais c'est simplement pour expliquer, notre déficit informationnel doit être comblé. Et je ne pense pas que ça se fasse overnight. Il faut donc vraiment travailler, entre guillemets, 100 fois plus pour pouvoir arriver au même niveau au même niveau de compréhension. Donc, et je pense que l'institut dans lequel vous êtes là, et l'école va dans ce sens-là. Donc, on a un rôle à jouer. Alors, bien sûr, il y a des blocs il y a des considérations géopolitiques qui ne sont pas enlevées par ça, mais je pense que nous aurions beaucoup à gagner s'il y a une meilleure compréhension des uns des autres. Quoi qu'il arrive, nous serons des ponts dans l'entreprise et dans la culture en général. Alors, les métiers, par exemple, on disait souvent, on me dit souvent, autrefois, bon, on avait des métiers qu'on apprenait. Je pense que si j'avais un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'intéresser vraiment, alors vous le faites de manière naturelle, pour vous c'est déjà naturel, à tout ce qui est le e-commerce, l'intelligence artificielle, les bitcoins, etc. Vous savez, la vie en Chine, je ne sais pas, ceux d'entre vous, levez peut-être la main, ceux qui vivent, qui ont vécu en Chine ou qui sont de Chine, il y en a ou pas du tout? Très peu. Aucun de vous n'a vécu en Chine? Qui est déjà allé en Chine? Moi. Ah oui, allez, donc vous êtes allé, vous êtes resté pas, oui, vous êtes resté suffisamment longtemps, merci. Non, ce que je voulais dire, c'est que la vie en Chine aujourd'hui est d'une modernité, enfin la Chine. Alors, I rephrase that, pas la Chine, Shanghai, puisque je vis à Shanghai, est d'une modernité inouïe. Je veux dire, je n'utilise plus d'argent. Ça fait déjà au moins 3-4 ans que je n'utilise plus de billets ni de pièces. Qui sont encore utilisés ici. Je paye tout avec mon téléphone, mon café, la concombre que j'achète au marché, le métro, tout ce que je fais se fait avec mon téléphone. Je veux dire, donc la modernité avance. La résistance au changement en Occident est telle que la Chine avance très très vite et que donc tous les métiers qui sont liés à la modernité, donc je répète, intelligence artificielle, e-commerce, tout ce qui est lié aux cryptocurrencies, comment on appelle ça en français? Monnaie numérique, non? Crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Donc, sont des notions intéressantes. Et même pendant cette période de Covid, il y a eu des changements extraordinaires au niveau du e-learning. Ça a pris des dimensions extraordinaires. Je vous donne juste un petit exemple d'entrepreneuriat, le sens de l'entrepreneuriat. En Europe, on lance un produit lorsqu'on sait qu'il est parfait, qu'il est au point. Tout au niveau qualitatif, il est extraordinaire. On a pris ses assurances, on a essayé de le lancer, on a fait des échantillons, on l'a testé quelque part, le produit extra. En Asie, traditionnellement, on fait les choses différemment. En Chine, en tout cas, le marché est tellement grand qu'on fait le produit, on le faisait à peu près. On faisait le produit à peu près, parce qu'il en fallait en faire 5 millions, alors qu'en Europe, il fallait en faire 100 000. Donc en Europe, on faisait 100 000
pièce de quelque chose, et c'était parfait, nickel, bonne qualité, bon produit en Chine, il a fallu en faire 5 millions. Et donc, pour en faire 5 millions de quelque chose, on le faisait à peu près, parce qu'on ne pouvait pas le faire parfaitement. Les choses, ça il y a 30, 40 ans, donc les choses ont évolué, et aujourd'hui, aujourd'hui, on les fait très très bien. Ce qui explique souvent, on dit, ah, c'est de la qualité chinoise. Non, ce n'est pas de la qualité chinoise, c'est une première chose, donc expliquer, c'est que le volume était là. Et la deuxième chose, et ça c'est aussi peut-être une expérience que je peux partager avec vous. J'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'étais dans la fabrication et ce sont en fait les acheteurs occidentaux qui fixaient les prix. C'est-à-dire l'acheteur de Dallas au Texas ou de Bruxelles en Belgique venait chez moi acheter ce produit et c'est lui qui me disait je veux que ce produit coûte tant. Et juste pour citer, le produit acheté à 5 était vendu à 200 en retail price sur les marchés occidentaux. Donc, avec les 5 euros qu'il m'a donné pour ce produit, la Chine a fait un miracle économique. Et avec les 195 qui sont restés en Occident, l'Occident n'a fait que financer sa faillite quelque part. Donc, vous voyez, il y a des choses, ça a été une réalité et ça l'est encore. Donc en fait, souvent les produits que l'on achète ici et qui sont fabriqués en Chine, ce n'est pas par la volonté d'une usine ou d'une entreprise chinoise à fabriquer quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, mais c'est de la volonté du client occidental qui veut que ce produit soit comme ça. Parce qu'avec 5, on ne peut pas faire grand-chose. Si mon client m'avait donné 7 ou 8, j'aurais pu faire des miracles. Voilà, alors je vais peut-être laisser, alors je suis parti un peu dans tous les sens, c'est vrai, mais je voulais vous donner quand même quelques exemples de conseils que je pouvais vous donner. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais que le micro intimide un petit peu, mais on peut aussi faire sans micro, c'est juste pour le son. Moi, j'en ai quelques-unes, mais si c'est ça, moi, je m'arrête jamais à me poser des questions. Donc, j'en ai juste une parce que, en effet, c'était très, très général. Il y a beaucoup d'informations très différentes et je te remercie vraiment. Moi, je voudrais juste pousser un petit peu le curseur sur l'économie. Tu nous parlais tout à l'heure du business. Est-ce que tu as vu des évolutions ces dernières années? Est-ce que l'économie chinoise est toujours aussi dynamique? Parce que là, je me mets à la place des étudiants qui veulent peut-être y travailler, peut-être y vivre aussi pour plus longtemps. Est-ce que c'est aujourd'hui facile de s'insérer en Chine, de trouver un job sur place? Et est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, sur le profil, les choses vraiment à mettre en avant, par exemple? Toi, qu'est-ce que tu recruterais d'ailleurs? D'accord. Bon, c'est une question, il y a plusieurs pans. Voilà. Les choses ont évolué. Il a toujours été difficile de prendre des stagiaires. Par exemple, simplement pour prendre cet exemple, la législation locale a toujours été très, très compliquée pour employer un stagiaire 2, 3, 4 mois. Et les choses ne se sont pas simplifiées d'après ce que je comprends. Ça, c'est une première chose. L'état actuel des relations entre la Chine et le reste du monde est tel qu'il est également plus compliqué aujourd'hui même pour moi de rentrer. Moi, je suis titulaire d'un permis de séjour. Je connais même des gens titulaires d'un permis de travail qui ont des difficultés à rentrer, etc. Mais ce n'est que partie remise, je dirais, parce que la Chine va continuer à rester le marché le plus important au monde et qui avancera le plus vite, c'est-à-dire au niveau mentalité de consommation, de courage, de consommation, comment dirais-je, de rapidité de changement. Donc je pense que c'est vraiment un marché d'avenir. Donc ça c'est une chose, je veux dire, ce n'est pas parce que la Chine on a l'impression que la Chine est quelque peu fermée, c'est vrai, mais beaucoup d'autres pays le sont
le sont aussi, que c'est la fin du monde. Bien, bien au contraire, c'est un obstacle qui ne va durer qu'un temps. La deuxième, donc ça c'est une chose. La deuxième, c'est qu'au niveau innovation, je pense que ce sont eux qui iront beaucoup plus vite que nous. Donc si on veut rester, alors autrefois on allait aux États-Unis et Silicon Valley, etc., ou on allait au Japon parce qu'ils avaient tous les gadgets, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine et la Chine de demain restera un marché extrêmement innovant à tous les niveaux. Donc c'est vraiment the place to be, hein, je dirais. Euh, Pardon, j'ai perdu un peu le fil. Tu m'as demandé. Comment ça peut se traduire, par exemple, pour une recherche de travail sur place? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, pour l'instant, de toute façon, y aller, c'est assez compliqué. Peut-être prendre son mal en patience et de rester en France un petit temps. Et ensuite, quel type de profil te paraît le plus intéressant si vraiment on veut voilà, travailler en Chine? Oui, je pense que le profil, ce qui est, je pense, très important, c'est d'avoir l'ouverture culturelle. L'ouverture culturelle est pour moi une des choses les plus importantes. Culturelle, ça veut dire que ça inclut la culture, c'est-à-dire les mentalités, les caractères, mentalités, culture, euh, à tous les niveaux, le mode de vie, etc., la langue. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut le plus possible essayer d'acquérir pendant cette période qui est à notre disposition, même si elle ne vous permet pas de rentrer. Alors, je pense que la langue est essentielle. Alors, des profils comme moi, aujourd'hui, n'ont plus aucune chance. Je prends un exemple. Autrefois, ben, il était très rare de trouver des Occidentaux qui parlent le chinois. Euh, le simple fait, à l'époque, il y a 30 ans, de parler chinois vous donnait la possibilité d'être millionnaire. J'ai des amis à moi qui sont devenus très fortunés, mais qui n'ont pas fait. Leur seule compétence a été de parler chinois il y a 30 ans et qu'ils étaient au bon endroit. Ils n'avaient aucune autre compétence, aucune. Mais ils parlaient chinois comme les Chinois. Bon, ce temps est révolu. Aujourd'hui, on reçoit des CV, on reçoit les CV, tout le monde parle chinois. Tous les gens qui cherchent un boulot en Asie, on s'attend à ce qu'ils parlent chinois. J'ai des jeunes amis qui ont 30-35 ans, ils se débrouillent très très bien en chinois. Donc il est difficile de penser pouvoir travailler en Chine si on ne parle pas le chinois. Ça, c'est clair. Pour le type de business dans lesquels il faut aller, c'est justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout ce qui touche à la modernité plutôt que des métiers classiques. Puisque j'entends souvent dire que je crois que 50% des métiers d'avenir dans 10 ans n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc votre capacité à devoir vous adapter vite et à changer de fusil d'épaule est une des qualités qu'on attendra de vous. Alors, ça me fait penser encore à une autre question, cette fois-ci un petit peu différente. J'aurais besoin d'être assuré sur le fait qu'étudier en Europe ne freinera pas mes chances de pouvoir éventuellement trouver du travail en Asie dans le futur. Là, il s'agit de quelqu'un qui a un parcours Europe pour des raisons personnelles, mais qui est très motivé pour développer sa carrière professionnelle en Asie. Non, je pense que les études, pas les études, hein, euh, les études professionnelles, c'est-à-dire euh, euh, acquérir des compétences dans un domaine donné, acquérir des compétences académiques dans certains domaines. Je pense que l'Occident reste un exemple. L'Occident reste l'endroit où les gens vont. Je veux dire, le nombre d'étudiants chinois à l'étranger pour acquérir des compétences est énorme. On ne va pas en Chine pour acquérir des compétences pour acquérir des compétences d'outils d'utilisation en marketing, etc. Je pense que c'est surtout en Occident qu'on a développé des outils managériaux, si vous voulez, et je pense que ce n'est pas du tout un frein. Par contre, ce que
des études en Chine peut vous donner et vous donnera, c'est l'immersion culturelle. L'immersion culturelle est une des choses les plus importantes à mon avis. Je pense, si j'avais un des conseils à donner, c'est faire si j'avais à refaire une chose peut-être, c'est de faire plutôt des études culturelles, des études de langue et de psychologie, plutôt que et puis parce que les outils business, on peut toujours les acquérir, vous pouvez toujours les acquérir. Je trouve vraiment que psychologie, culture et langue, pour moi, c'est les choses les plus importantes, parce que je pense qu'une connaissance, une expertise dans un domaine technique particulier, quelque chose qui est attendu de vous de toute façon. Mais ce que les gens manquent, c'est justement cette connaissance, cette dimension culturelle qui est quand même très importante. Une petite anecdote, mon fils a fait des études de birman. Dit des études de birman. Il a fait que ça. Ça peut le mener où? Eh bien, c'est la langue, la culture et la civilisation. C'est à un moment donné où la Birmanie allait s'ouvrir. Et je me souviens, lorsqu'il a été diplômé, c'était à Londres, il liste le nom du diplôme et ensuite les noms de tous ceux qui ont étudié ce diplôme. Pour lui, il était la seule personne qui a fait ce genre d'études. Donc, la singularité est quelque chose d'important. Ça, c'était pour illustrer le fait que, aujourd'hui, il a un métier très bien, et donc il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver quelque part. Développez votre singularité, développez votre différence. Moi, j'ai toujours recruté des gens dont le CV, donc il y avait quelque chose dans le CV qui attirait mon attention et qui m'intéressait à dire, cette personne, j'aimerais vraiment la connaître. Parce que quand on voit un CV, tout le monde parle les langues, tout le monde a fait de belles études, tout le monde a une expérience extraordinaire, tout le monde est formidable. C'est à ça que ça sert le CV. Le CV, bon, comment recruter quelqu'un sur un CV? En fait, donc tous les CV se ressemblent tellement qu'on ne sait plus comment prendre. Donc, je prenais ceux qui avaient pas ce petit grain de folie, mais ce petit quelque chose de plus qui le rendait un peu différent, singulier, sortant de l'ordinaire, donc je dirais extraordinaire. Donc n'hésitez pas à cultiver votre différence quand vous cherchez quelqu'un, parce que je pense de plus en plus, dans un monde où tout le monde va se ressembler finalement, au niveau formatage de l'esprit, au niveau de la mode, au niveau de la façon de penser, je pense que ceux qui auront développé cette petite chose extraordinaire en vous, qui fera que celui qui lit le CV va dire j'ai envie de voir cette personne. Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un jour, j'ai donné donc, parce que le CV ne va pas vous donner un job, le CV va simplement permettre de dire, va permettre d'obtenir un rendez-vous. Je me souviens, cette personne cherchait à être employée chez nous et à donc travailler sur le marché chinois pour vendre de la verrerie aux hôtels qui ouvraient. Quand un hôtel ouvre, en général, bon, il y a des centaines d'hôtels qui ont ouvert en Chine et donc à chaque fois qu'un hôtel ouvre, son besoin en verrerie est énorme. Et c'est là qu'il faut en fait vendre des verres. Et donc cette personne cherche un boulot. Et ce qui m'a attiré, c'est que cette personne a fait un doctorat en histoire russe et parlait le russe. Et c'était une Française. Elle n'avait rien elle avait simplement le culot de demander un emploi alors qu'elle n'avait pas du tout, la formation ou les compétences. La formation peut-être si, mais pas le reste. Et donc le simple fait d'avoir cette petite différence par rapport aux autres a fait que cette personne a obtenu le rendez-vous chez moi. Et c'est pendant ce rendez-vous qu'elle a pu me convaincre finalement qu'elle était la bonne personne à prendre. Et ça a été finalement une bonne réussite pour elle. Donc, cultivez votre différence. Franchement, j'ai envie de conclure sur ça, même s'il nous reste 10 minutes. Moi, c'est une conclusion qui me plaît bien. Donc, oui, tu veux que je... Ouais, ça va être un peu long. Hop. Sinon, on va se casser la figure. Vas-y.
Bonjour. Ah, bonjour. Je peux parler dedans. Bonjour monsieur. J'avais une question du coup. Si on veut travailler en Chine, est-ce que c'est plus intéressant d'être dans une entreprise française et du coup d'avoir les droits français ou d'être dans une entreprise chinoise? Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les étrangers dans les entreprises chinoises. Je ne sais pas si vous en savez plus. Oui, oui, bien sûr, je peux répondre. C'est une grande question. En général, il est plus facile de travailler pour une entreprise occidentale pour des raisons culturelles, parce que les entreprises chinoises n'ont pas l'habitude de travailler avec des Occidentaux, sauf s'ils ont un besoin spécifique. S'ils ont un besoin spécifique. Soit vous avez une compétence spécifique que vous voulez mettre à leur disposition, mais il ne faut pas oublier que alors que la Chine a fait un grand bond en avant et qu'on pourrait se dire qu'ils ont peut-être aujourd'hui des habitudes managériales qui se rapprochent des nôtres. Ben non, ça reste quand même assez patriarcal, très très hiérarchique et qu'on a des fois du mal à s'intégrer dans ce schéma un peu patriarcal chinois. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc il est plus, à moins que, je dis, l'entreprise a des besoins spécifiques. Par exemple, elle travaille avec l'Occident énormément. Mais alors, il vous faut quand même, malgré tout, parler chinois. Je crois que c'est un bon. Ah non, c'est bon. Oui, oui. Est-ce que ça répond un peu à la question ou... Oui, oui, ça dépend un peu. Du coup, les employés occidentaux dans les entreprises chinoises sont quand même bien traités. Ah oui, 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 de ce côté-là, il n'y a pas Ok. de souci. Mais je pense qu'il faut vraiment faire son homework pour voir pourquoi une entreprise chinoise emploierait une personne occidentale. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons spécifiques. Parce qu'on est culturellement vraiment aux antipodes et il faut faire quand même un effort d'adaptation culturelle pourquoi l'entreprise ferait cet effort à s'adapter à toi. C'est à toi de faire alors que s'ils emploient une personne chinoise, ce serait peut-être beaucoup plus simple. Mais comme dit, il faut faire son homework pour essayer de bien identifier. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises chinoises en Occident et il est tout à fait possible de travailler pour eux ici d'abord et ensuite d'évoluer chez eux. Mais il me semble qu'il est aujourd'hui encore quand même plus simple de travailler pour une entreprise occidentale qui travaille avec la Chine. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, j'ai une question qui m'est arrivée directement sur mon écran, Adrien. À l'heure où la Chine se tourne vers son marché intérieur, quelle place reste-t-il pour les entreprises et produits occidentaux sur son marché? Alors, je trouve, alors bon, c'est une question extrêmement globale. Je trouve que le marché, effectivement, il y a un freinage assez extraordinaire, un recentrage vers son marché domestique qui doit être fourni par des entreprises chinoises de préférence. Mettez-vous à leur place. Je veux dire, pourquoi on achèterait un sac Vuitton où une grosse partie de l'argent est donc mis dans la marque, simplement de l'éphémère et dans l'éphémère, alors que cet argent pourrait rester en Chine et donné à des entreprises chinoises pour fonctionner. Donc il y a effectivement un certain consumérisme patriotique qui est en train de mettre en place. Acheter un Xiaomi et un Huawei plutôt qu'un iPhone est un comportement de consommation patriotique. Donc effectivement, ça se retrouve un peu dans un certain nombre de domaines, mais je pense que ça va par vagues. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le marché est tellement grand qu'il y aura toujours de la place pour les autres et que la Chine n'est pas un marché uniforme, il y a toujours des gens qui préféreront un produit A plutôt que le produit B, etc., et qui iront à contre-courant. Donc je pense qu'il y a toujours de la place, mais qu'on est en train de traverser une zone de turbulence où il va falloir peut-être faire un peu le dos rond, s'adapter aux circonstances et d'avancer petit à petit en faisant les modifications qu'il faut.
je voulais, alors ça aussi, c'est quelque chose d'important, les choses ne sont pas figées en Chine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, je me lance dans une stratégie et je vais faire ça pendant 5 ou 10 ans. C'est comme si on dit, on signe un contrat, on est tranquille, le contrat est signé, on peut rentrer, tout est bon. Pas du tout. Je pense que l'interrelationnel avec la Chine est tel que tout est remis en question tous les jours pratiquement. Quand je me lève le matin, et ça c'est réel, je me levais le matin, je prends la voiture pour aller travailler, je ne savais pas souvent, je ne savais pas quel chemin prendre pour aller au travail, parce qu'il y avait des travaux tout le temps, des chemins il fallait changer de route, etc. Alors que dans mon Alsace natale, il y a des gens qui prennent le même chemin pour aller travailler depuis 40 ans. Ils peuvent presque fermer les yeux, ils vont travailler en prenant le même chemin, alors que moi, j'ai toujours dû réfléchir à quel chemin prendre pour aller travailler. Simplement pour illustrer, ça c'est pour illustrer le fait que la Chine est un pays avec un changement permanent. Donc vous remettez en question tout le temps. Ça vous permet aussi de rester jeune, hein, parce que si tous les jours, vous devez vous dire qu'est-ce que je fais maintenant et qu'aujourd'hui, ce n'est pas pareil qu'hier, c'est quelque chose d'important. À ce sujet-là, je voulais parler rapidement sur un contrat, la signature au bas d'un contrat, vraiment pour dire que les choses évoluent et ne sont pas figées. Un contrat en Chine, pour moi, hein, tel que je les ai vécus, n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a apposé nos signatures au bas d'un contrat que tout est bon et on est parti pour quelques années tranquille. Non, je pense qu'un contrat entre deux parties est quelque chose d'évolutif. Les circonstances ont été telles à un moment T, et que sur la base de ce moment T où les circonstances étaient telles, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble. Imaginez-vous que 6 mois plus tard, les circonstances ont changé et que ça ne fait plus, it doesn't make sense anymore, ça ne fait plus de sens que vous continuez à travailler sur ces bases-là. Alors en France, on dirait, oui, mais on a signé. Oui, mais si tout cela ne fait plus de sens, si ça n'a plus aucun sens. Donc, il faut remettre les choses à plat et dire, ben voilà, les situations ont évolué et il faut s'adapter. Donc, un contrat ou un arrangement est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui, au quotidien, doit évoluer et nous devons rester très proches les uns des autres pour pouvoir évoluer ensemble et s'adapter. Autre question? Ouais, pour répondre à la première question qui a demandé sur les entreprises chinoises, on a eu un Alunitalk, pardon, il y a quelques mois avec un ancien qui s'appelait Mathieu Ndodi, qui a travaillé chez Alibaba. Et voilà, c'était assez, assez violent. Ça expliquait vraiment quelle était sa vie dans une entreprise chinoise en tant que Français. Donc, je ne crois pas qu'on a un enregistrement, mais peut-être qu'on refera devenir des profils comme le sien. Alors, je sais pas, nous, on arrive vraiment à 14h57. Donc, s'il y a une dernière question, il ne faut pas hésiter, c'est maintenant. Sinon, je vais te remercier du coup. Et vraiment, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé que ça sentait beaucoup le vécu dans ce que tu nous as expliqué. Et comme tu as couvert beaucoup d'aspects, j'espère que ce sera utile pour vous. Et même si voilà, vous êtes plutôt dans la vingtaine et que vous allez arriver en Chine, on l'espère, hein, bientôt, je pense que c'est vraiment des conseils qui sont complètement d'actualité parce que tu t'es remis en cause, tu t'es adapté, donc tu as vécu la Chine. Voilà, super conclusion. Donc, Excusez-moi, j'avais une question encore que j'ai envoyée à Monsieur Jack. vas-y, je t'en prie. Elle est dans le chat. Je ne sais pas si je suis censée la dire à D'accord. haute. Ah oui, bon, je la vois. Bonjour Léa. Je la vois. Quels sont vos conseils pour s'intégrer en Chine? Intégrer, voulant dire quoi, s'intégrer? Culturellement, comment, parce que je pense que c'est très très important et je voulais savoir comment on Oui, c'est pouvait. la question la plus importante. S'intégrer culturellement, je pense que c'est la curiosité. Je pense qu'il faut énormément lire et vivre les choses avec les gens. Lire tout ce qui est culturel. Il y a des bouquins. Alors, il y a 30 ans, il n'y en avait pas.
Aujourd'hui, il y a plein de livres qui ont été écrits sur la spécificité chinoise, comme par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit qui s'appelle La pratique de la Chine de André Chieng, qui est une Bible extraordinaire qui permet de mieux comprendre et cerner la chose chinoise. Donc, l'intégration. Et ensuite, oui, ben, quand on est en France, je pense que la plus belle chose, c'est donc d'avoir des amis chinois, d'être en contact avec des amis chinois et ce contact est important d'avoir ces échanges avec eux, de les voir souvent, de comprendre ce qui les fait vibrer, ce qui les étonne, comment c'est chez eux. C'est justement cette curiosité qui est absolument fondamentale pour moi. La curiosité. Pourquoi? Comment pouvez-vous manger avec des baguettes, mon Dieu? Explique-moi ça. C'est pas possible. Je rigolais souvent, je dis les Chinois, quand ils se mettent au régime, ils mangent avec une seule baguette. Voilà. Donc, enfin, je rigole. Mais ce que je voulais dire, donc lire, puisque vous êtes en France, vous faites des échanges culturels avec des amis chinois. Intéressez-vous. Est-il possible à l'heure actuelle d'envisager sa vie en Chine avec la difficulté d'entrer dans le monde du travail là-bas? Je sais que c'est un problème qui est un peu partout, mais je pense que de développer sa singularité, pourquoi je devrais vous embaucher vous plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent? Pourquoi vous? Parce que si vous êtes comme tous les autres, si j'en ai 20 comme ça, pourquoi vous? Et donc, je pense que ce qui est important, c'est enfin, cultiver, d'essayer de trouver ce qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Et je pense que tout le monde peut faire ça, d'avoir ce plus qui fait de vous un caractère différent. Et je Parce que pense, vous avez dit tout à l'heure que généralement, ça pouvait être compliqué justement dans les législations d'embaucher des stagiaires français là-bas. Et je me demandais justement, enfin, même si on est particulier, même si on a un CV un peu atypique, si on n'allait pas passer hyper après tous les locaux et si justement l'administration en tant que telle du pays n'allait pas vous mettre des bâtons dans les roues en fait. pas des bâtons dans les roues, c'est pas comme ça. La législation est faite de telle façon que il a toujours été difficile, même il y a quelques années, hein, d'employer des stagiaires. Je ne sais pas si les choses ont évolué, parce que je n'en ai pas eu récemment, mais ça reste quelque chose de compliqué, je ne vous le cacherai pas. D'accord. Ok, c'est bon pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Armez de curiosité, de passion, et soyez au bout, si j'ai bien compris. On a une autre question. Alors, je vais peut-être couper le micro. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon pour vous pour aujourd'hui? Je pense que les étudiants sont aussi prêts à appliquer ce que tu viens de dire, en fait, parce que juste après, on a le Chinese Corner. Et donc, ça va être un moment d'échange et je pense qu'on va pouvoir avoir quelques étudiants chinois qui vont venir avec nous. D'accord. Et alors, juste peut-être pour terminer, je vous ai parlé à un moment donné, je vous ai parlé de Red Team Thinking. Adrien, passe-leur le nom du site, peut-être l'article qui a été écrit dans le magazine Neoma. On a écrit un article en français dans le magazine Neoma Alumni Mag de juin 2021 sur le Red Team Thinking. Parce que je pense que c'est un outil qui va être, je pense que Neoma sera peut-être une des premières écoles, enfin vous seriez peut-être parmi les premiers étudiants à utiliser, à comprendre cela. Et regardez voir le site, abonnez-vous au podcast, c'est des choses, c'est un outil extrêmement performant qui fera de vous peut-être quelqu'un qui est très très différent parce que le management style en Asie, c'est, je me souviens mes réunions du lundi matin, je veux dire, vous avez vos managers et personne ne vous contredit parce que je suis le patron, on ne va pas contredire le patron. Vous avez une stratégie, on ne va pas contredire la stratégie qui a été élaborée par des génies à Paris, à Bruxelles ou à New York. Qui sommes-nous pour contredire cela? Donc, je veux dire, le style de management est très, très... Il faut vraiment, quelque part, secouer le cocotier. Je pense que Red Team Thinking, c'est quelque chose qui pourrait être un plus pour vous de développer cette compétence de Red Team Thinker. Voilà, je voulais simplement terminer avec ça.
Eh bien, on passera le message avec grand plaisir. Et puis, en plus, je crois que tu avais donné tes coordonnées LinkedIn, je crois même ton Weixin d'ailleurs. Donc, vous connaissez tous Weixin, j'imagine. Donc, si vous voulez poursuivre la conversation et poser des questions, j'imagine on peut te contacter sur ton LinkedIn. Et je crois que certains l'ont déjà fait. LinkedIn ou bien WeChat, hein, WeChat, tu as Ouais. mon WeChat. Voilà. Eh bien, merci encore. Hein. Merci à toi, Claude. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Franchement, ça a fait plaisir. C'est le premier de la saison. Vraiment, voilà, je suis très content que vous intéressiez à ça et on en refera d'autres du coup. Voilà, merci à toi, Claude, encore une fois, hein, pour la énième fois. Et on se reverra peut-être bientôt pour une autre conférence. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Au journée. revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, j'ai peut-être juste un dernier message encore. Le 14 octobre, on a une conférence, on parlait d'innovation tout à l'heure, on a une conférence avec Orange, avec une personne qui est à Pékin en Chine, qui s'occupe justement de l'innovation et des projets innovants. Donc, ça va être quelqu'un qui pourra vous parler de ce que c'est que WeChat, vous connaissez déjà, mais l'importance des nouvelles applications, tout ce que vous devez connaître aujourd'hui et comment ça pourra impacter la Chine de bientôt, en fait, et même de la Chine de maintenant. Voilà, donc ça sera 1 heure en ligne, mais on fera ici aussi. Donc, bienvenue, avec un débat derrière. Au revoir, je termine la conférence.